Bonjour à tous et merci d'être présent à notre présentation sur le DevSecOps de la sécurité dans mon DevOps. Donc moi je suis... Non, présente-toi d'abord. Donc moi, je suis Tug Dualgral ou Tug, Solution Engineer chez GitHub. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en parler après. Et Adrien. Et moi je travaille chez GitHub aussi depuis 4 jours. Et je suis Field Security Engineer. Merci. Et on va parler de sécurité. Et d'abord, je voudrais vous partager une vision de la sécurité. Donc, on n'est pas dans de la sécurité avec des grands murs, comme ici à Minas Tirith, où on est protégé derrière notre pare-feu. Euh, la- Avoir des murs comme sécurité, ce n'est pas suffisant. On le voit très bien tous les jours avec les failles de sécurité, les fuites de données qu'on voit dans les articles. Mais la sécurité, c'est un peu plus comme un jardin où on entretient petit à petit. Il n'est pas parfait, mais on va s'y atteler tous les jours. On va faire des compromis entre le bénéfice-risque de s'occuper de telle ou telle partie. Et on va, sur nos sillons, désherber. Et je vais arrêter la métaphore du jardin parce que je ne connais rien au jardin. Et je vais finir avec une citation de Guillaume Poupard, qui est le futur ex-patron de l'ANSSI en France, qui dit qu'oublier la cybersécurité, c'est rouler à 200 km à moto sans casque. Ça veut dire que ça peut bien se passer, mais si ça se passe mal, ça va très mal se passer. Donc autant s'y attarder un petit peu. Et comme on l'a dit dans le titre, on va parler de DevOps et de DevSecOps. L'idée, justement, c'est un petit peu comme vous l'avez fait avec le DevOps, c'est-à-dire que quand on a les employés, les différentes équipes, les développeurs, les ingénieurs systèmes qui se sont mis à travailler ensemble pour augmenter la productivité globalement de vos applications, de vos développeurs, c'est-à-dire déployer plus souvent automatiquement si possible, donc avoir des équipes qui travaillent ensemble, la partie système, la partie ops. L'idée est de faire la même chose avec la sécurité, c'est rajouter une couche de sécurité en fait au DevOps. Pour ma part, en fait, quand j'ai rejoint GitHub il y a 2 ans, moi je suis un développeur d'applications. La sécurité, ça me tombait dessus avec des gens qui, quand j'étais ingénieur sur certains produits, on me disait tu as telle faille, telle faille, telle faille. Je pensais qu'en 2022 ou 2020, lorsque j'ai rejoint, quand on parlait de DevOps, systématiquement la sécurité était prise en compte. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on parle, qu'on parle aujourd'hui. Donc l'idée étant, de la même façon que vous avez en tant que développeur commencé à vous sensibiliser, à utiliser de l'automatisation pour tout ce qui va être déploiement, intégration continue, de faire la même chose avec la sécurité. Ça veut dire que pour ça, on va parler de la sécurité à plein de moments dans le projet. Au moment où on va définir le projet, le moment où on va coder l'application, le moment où on va faire des tests, déployer et en production. Pour chacune de ces étapes dans vos projets, il va y avoir différentes solutions techniques. Le rôle, c'est d'essayer de développer une application la plus sécure possible. C'est-à-dire que le code que vous allez mettre en production soit bien écrite et bien protégée et que lorsqu'on trouve une faille de sécurité, elle soit fixée le plus tôt possible avant la mise en production. Et si une nouvelle faille arrive, être alerté immédiatement. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous regardez différents outils, différentes méthodes. Donc, la première qui va être autour du backlog, c'est ne serait-ce déjà définir ce qu'on veut faire en termes de sécurité. Ce qu'on va regarder, comment on va le regarder, à quel moment on va le regarder. Et pour chacun des outils, pour chacune des phases, quand on code l'application, pouvoir analyser le code, analyser les dépendances, pouvoir tester, lorsqu'on fait des tests ou de la production, l'application pour essayer de voir s'il y a des problèmes de sécurité sur les interfaces, etc. Et également, classique, en production, tenter de pénétrer le système, tenter de casser le système. Et on va prendre on pourrait prendre chacune des étapes, mais basé sur le temps qu'on a aujourd'hui, on va se concentrer, alors ce n'est pas étonnant venant de GitHub, sur la partie code. Qu'est-ce qu'on fait quand on code une application? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour sécuriser votre application au niveau du code? Là, on va parler de la partie la plus importante, celle par laquelle on doit commencer, selon nous, en tout cas selon moi. C'est le SCA, Software Composition Analysis, donc en français littéral, l'analyse de la composition de votre logiciel.
Donc c'est une brique logicielle, un outil qui va analyser votre fichier de dépendance. Donc ça peut être le package.json ou package.lock pour les dépendances un peu plus précises, le pom.xml, le gradle.build ou le gradle.lock, composer, etc. etc. C'est pareil dans tous les langages. Il va analyser les dépendances et en déduire aussi les sous-dépendances et les sous-sous-sous-sous-sous-dépendances, et regarder toutes les versions et vérifier dans une base de données de vulnérabilité s'il y a une vulnérabilité connue pour cette dépendance ou cette sous-dépendance. Et dans ces vulnérabilités connues, il va y avoir plusieurs niveaux de vulnérabilité. Là, on a un exemple ici de Log4j. Donc, c'était l'anniversaire des 2 ans, des 1 an, il y a quelques jours. Mais on l'a toujours en tête. Qui développe en Java, là, juste par curiosité? Vous vous souvenez, hein, il y a un an, un peu le mode panique dans lequel on était avec cette vulnérabilité. Et donc, normalement, c'est un souvenir, ça. On ne doit plus en parler maintenant, si on a bien un SI, évidemment. Et donc, on voit ici, donc là, ici, c'est la base de données des vulnérabilités de GitHub, mais il y en a d'autres. Et la CVE, ça vient de MITRE, qui est une association américaine qui offre sur la sécurité. Et alors, je te disais que on a les versions qui sont affectées, donc ça, c'est important. Mais il faut aussi, du coup, savoir quelle version on utilise pour savoir si on est affecté par cette vulnérabilité-là. Et donc, l'outil d'analyse automatique va le faire pour vous. Il va y avoir un résumé. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça peut nous donner de l'information. Est-ce qu'on est vraiment affecté par cette vulnérabilité? Une vulnérabilité existe dans cette dépendance, mais peut-être que notre façon d'utiliser cette dépendance ne nous affecte pas. Donc finalement, c'est pas très grave, mais c'est important de le vérifier. Donc l'impact également, ça va nous aider à déterminer aussi le niveau de sévérité. Il y a un niveau de sévérité normalement quelque part, ici, critique. Donc là, il faut faire attention. Et du coup, il y a la remédiation advice, donc la manière de remédier à cette vulnérabilité. Donc la plupart du temps, c'est mettre à jour la version, ou forcer la mise à jour de la version en tout cas. Mais parfois, dans l'urgence, comme ici ça avait été le cas, on pouvait rajouter un paramètre ou modifier un fichier de configuration, supprimer un fichier classe, enfin, des choses pas forcément chouettes qu'on a envie de faire, mais des fois on n'a pas trop le choix dans la situation dans laquelle ça arrive. Et du coup, il faut bien faire attention à toutes ces dépendances parce que, en fait, on n'écrit pas 100% des logiciels qu'on met en production. Finalement, ça va être entre 15 et 30% peut-être. Et le reste, ce sont des dépendances. Et des dépendances qui, sur cette petite image de XKCD, et ben finalement, c'est cette toute petite brique, malgré qu'on ait tout développer plein de choses hyper intéressantes autour des microservices, des clusters, des Kubernetes, etc. etc. Et bien finalement, c'est un petit projet maintenu par une personne au Nebraska qui peut tout faire tomber. C'est pour ça qu'on commence par cette partie-là. Hein. C'est parce que la plupart du code qui tourne en production, ce n'est pas le vôtre, ça vient de systèmes. Un point important par rapport aux vulnérabilités, vous voyez, la CVE a été découverte et publiée. Ce qui est important, c'est si vous trouvez une faille dans une librairie, si vous développez quelque chose, vous trouvez une faille de sécurité, il ne faut pas mettre sur Twitter « Attention, j'ai trouvé une faille dans Log4j ». Parce que dans ce cas-là, vous allez inviter tous les hackers à essayer de l'utiliser. Vous allez sur le projet, et sur le projet, il y a souvent une page autour de la sécurité, de la détection de vulnérabilité. Vous contactez l'équipe projet. Alors sur github.com, sur les projets open source, vous avez une façon de le faire, mais si c'est un projet qui est hébergé ailleurs, vous contactez l'équipe de développement de façon privée en expliquant ce que vous avez trouvé. Pour leur laisser le temps à l'équipe de fixer le bug, de publier une nouvelle version, puis de publier cette vulnérabilité. D'accord? C'est important cette partie-là. D'ailleurs, il y a une autre partie, là, on a parlé des vulnérabilités autour des librairies et des dépendances, mais ce sont les seules dépendances qu'on a dans les projets? C'est une transition. Mais non, attends, je suis en avance. Attends, c'est un peu rapide. Et donc les outils qui existent, il y en a beaucoup. Il y en a des payants, et il y en a des gratuits, ou voire même des open source. Donc chez GitHub, il y a Dependabot qui est bien connu.
et qui est disponible pour les projets, les repositories publics. Il y en a d'autres des payants, dont on ne va pas parler. Et il y a un autre qui est open source et qui est intéressant, c'est Dependency Track, qui est un outil de l'OWASP. Donc l'OWASP, qui est un organisme à but non lucratif qui œuvre à la sécurité des applications. Donc là, sur vos projets, quelle que soit la technologie que vous utilisez, si vous êtes sur GitHub, par exemple, vous activez des PandaBot, vous pouvez installer les plugins OWASP pour être certain que vos dépendances sont scannées pour trouver les failles, pour relever les vulnérabilités. Et c'est super intéressant de l'avoir dans l'intégration continue, parce que le moment où vous allez ajouter une dépendance, c'est pas à ce moment-là qu'il y aura une vulnérabilité. C'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc il faut que le scan soit très régulier pour qu'au moment où il y a la dépendance est déclarée, il faut que vous puissiez être réactif le plus vite possible. Et on parle aussi quand on parle de dépendance, on parle aussi des images Docker, parce que c'est aussi une sorte de dépendance. C'est même pas qu'une sorte, c'est une dépendance aussi. Quand on utilise une image, surtout quand c'est pas nous qui l'avons créée, ou on se base sur une image qu'on n'a pas créée, il y a beaucoup de vulnérabilités qui peuvent en venir. D'ailleurs, dans la communauté cybersécurité, Kubernetes est beaucoup moqué, mais surtout pour ça. Donc il y a Falco qui est un outil qui va s'exécuter au runtime, qui va surveiller en live ce qui se passe. Mais il faut voir le souci avant et utiliser ou des outils payants, etc., ou utiliser directement un Docker scan de votre fichier et qui va aller voir comment est composé l'image que vous voulez créer et est-ce qu'il y a des vulnérabilités connues dedans. Et donc c'est très intéressant. Et donc il y a des analyses qui peuvent se faire comme ça dans l'intégration continue ou au moment du développement, mais ils peuvent être aussi faits au moment où on pousse l'image sur le registry. Et pareil pour les dépendances, les jars, les packages NPM, sur les repositories, il peut y avoir aussi une analyse au moment du push de la dépendance. Et sur cette partie-là, autour des images de conteneurs pour vos déploiements applicatifs, il y a une stratégie à mettre en place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre n'importe... Alors, quand on s'amuse, entre guillemets, on peut prendre n'importe quelle image, mais ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de comprendre et de définir une stratégie pour votre projet, pour votre entreprise, quel type d'image vous voulez prendre. Pour une anecdote, je travaillais chez un client où, pour n'importe quelle raison, ils avaient dit on ne peut pas utiliser Ubuntu, les VM et Ubuntu, dans notre déploiement en production. Manque de bol, certaines images Docker étaient basées dessus. Ils n'avaient jamais vérifié ça. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de faire une VM, mais il y avait une quantité de conteneurs qui étaient basés sur un OS qu'ils ne supportaient pas, entre guillemets. Et ce qui va être important dans votre entreprise, dans votre projet, c'est de définir quel type d'image, comment je vérifie, comment je valide ça. Donc les outils vont permettre de scanner les vulnérabilités et d'autres outils vont pouvoir de vérifier que ça fait partie des images que vous avez décidé d'employer, des images de base que vous avez décidé d'employer. Sachant que dans les registries, aussi l'endroit où vous publiez, selon les registries, ça a lieu automatiquement également. Ça peut vous lever des alertes en disant attention, il y a une vulnérabilité connue à cet endroit-là. Donc il faut utiliser les images les plus petites possibles et donc utiliser une image distroless de base. En tout cas, c'est une bonne pratique, à vous de voir. Et donc pour le code que vous écrivez finalement, ça vous avez de la main dessus, et ben on va utiliser un outil qui s'appelle un SAST, un Static Application Security Testing. Donc on teste la sécurité de notre application de manière statique. Donc statique, c'est le code qui est sur votre repository, ou presque, ou le code compilé, selon l'outil. Et donc un SAST, ça fonctionne de la manière suivante. L'outil va chercher à trouver quelle est l'intention, quelle est la sémantique de votre code pour savoir, selon la manière dont vous allez utiliser le langage ou le framework, est-ce que ça peut induire des failles de sécurité. Donc typiquement, c'est la faille, l'injection SQL. Est-ce que vous avez utilisé une chaîne de caractères avec un paramètre qui vient directement d'une entrée utilisateur et qui est exécuté tel quel, sans sa utilisation
ou quelques modifications que ce soit de ce paramètre. Aujourd'hui, qui fait des tests unitaires dans son intégration continue? Qui fait des tests de sécurité dans son intégration continue? Normalement, on devrait avoir le même nombre de personnes. Parce qu'en fait, c'est aussi important de tester la sécurité dans le code que de tester votre métier. Et comme tu disais, il y a plein d'outils qui existent. Oui, et donc il y a l'outil GitHub, je peux le dire, de CodeQL, qui est disponible sur des projets aussi publics. Il y en a aussi plein d'autres. Il y a des outils open source, il y a des outils payants. La difficulté va être, si vous utilisez un langage assez commun, du Java, du PHP, du .NET, du Python, là vous avez plein d'outils. Si vous avez des outils, des langages ou des frameworks un peu plus exotiques ou moins populaires, tout simplement, il n'y a pas très longtemps, j'utilisais du Groovy et pour trouver un outil qui correspond bien, c'était difficile. On a utilisé CodeNark pour ceux que ça intéresse. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de l'avoir directement dans notre IDE, parce que au plus tôt on va pouvoir détecter les soucis de sécurité, le mieux ce sera. Mais c'est aussi intéressant de l'avoir dans l'intégration continue, surtout au moment de la pull request. Il va y avoir toute une explication. Ça nous fait une review automatique, comme si c'était un collègue de la sécurité qui le faisait à notre place, mais là, tout est automatique. Et ce qui est par contre particulier, c'est de trouver un outil qui va vous permettre de personnaliser en fonction de la manière dont vous utilisez le langage et de la manière dont vous utilisez le framework. Le souci avec ce genre d'outil, c'est d'avoir beaucoup de faux positifs et parfois qu'il n'arrive pas à trouver des choses qui devraient être évidentes. Et donc, dans mon exemple ici, là, c'est du Angular. Donc, dans le template Angular permet, et je l'ai dit dans la documentation, et même tout le monde le dit, Angular c'est sécurisé par défaut, mais on nous permet d'avoir l'attribut innerHTML, c'est-à-dire qu'il va mettre l'équivalent de ce qu'il y a entre les doubles cotes, le texte en HTML dans cette balise-là. Et par-dessus cet attribut, là, il y a la fonction de traduction, pardon, avec un paramètre de cette clé-là. Donc l'internationalisation, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas sur ce projet-là. Et du coup, ce paramètre, dans notre cas, il va clairement venir de l'utilisateur, puisque c'est l'utilisateur qui va rentrer son nom dans l'application. Et donc, il va pouvoir avoir mis n'importe quoi là-dedans, et surtout une chaîne XSS, qui du coup, ça peut... un payload XSS, et ça peut engendrer une faille de sécurité. Et du coup, moi, je suis obligé, en tant qu'ingénieur de sécu, de laisser cette partie-là, parce que sur ce projet en particulier, les clés de traduction elles sont censées gérées par les PM, par les project managers, et eux, ils veulent avoir la main sur les clés de traduction, et parfois, ils mettent des petites choses en gras, en italique, et ils veulent avoir la main sur ce truc-là. Donc, ça a du sens. Et en plus, ça gênerait les devs d'avoir à modifier des petits soucis de fonte et de police dès que le PM a envie de changer un petit truc en italique. Donc ça arrange tout le monde finalement de les laisser faire du HTML dans le code. Et donc c'est là où ça devient intéressant d'avoir un outil qui va pouvoir détecter que, attention, il y a un paramètre. Est-ce que ce paramètre a été traité pour éviter les failles XSS avant? Donc d'où l'intérêt d'avoir un outil paramétrable. Et c'est là où en fait il y a un point important parmi les points qu'a levé Adrien, c'est la notion de faux positif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder l'outil par rapport à la quantité d'informations qui vous remontent, pour deux raisons. D'une part, s'il y a des faux positifs, le développeur qui va devoir fixer ça, la plupart du temps, il va dire ça, c'est pas une faille de sécurité, ça, c'est pas une faille de sécurité. Si ça vous arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si ça vous arrive sur chaque commit, vous allez perdre confiance dans l'outil de sécurité et tenter de le désactiver. Donc, on va perdre l'intérêt de cette partie-là. Et la customisation va aussi être faite pour permettre d'adapter l'outil aux besoins du développeur, aux besoins de l'application. Et c'est là où, quand tout à l'heure je parlais d'avoir les ingénieurs système Ops travaillant avec les développeurs,
C'est autour de ça, souvent, où on va avoir les experts de la sécurité, donc l'équipe sécurité d'une grosse organisation qui va travailler avec les développeurs. Et dans les deux cas, il faut comprendre les contraintes de chacun. C'est-à-dire que l'expert de sécurité, il n'a pas de temps à passer sur tous vos projets, sur toutes les lignes de code que vous écrivez. Mais à l'inverse, vous aussi, en tant que développeur, en considérant qu'ici ce sont principalement des développeurs, on n'a pas le temps, on n'est pas des experts de la sécurité, on ne veut pas passer sur les 350 erreurs en disant ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ah oui, ça c'est effectivement une erreur. Il faut réussir à bien communiquer en disant, en expliquant par exemple ici la faille de sécurité qu'on a trouvée, au bout du compte, non, il faut configurer l'outil pour éviter de lever ça comme une faille de sécurité parce qu'on sait ce qu'on fait, entre guillemets, et pouvoir l'expliquer. Donc, le support de langage que vous avez et la customisation et se concentrer sur un point qui est très important, la rémédiation. Un bon outil de sécurité, ce n'est pas le reporting. Un bon outil de sécurité, c'est ce qui permet de fixer les vulnérabilités de sécurité. Et d'ailleurs, il y a une autre partie dans le code où vous pouvez avoir une très grosse faille de sécurité. Alors pourquoi j'insiste sur très grosse faille? C'est-à-dire que quand on voit du code comme ce qu'a montré Adrien à l'instant, ou quand on prend une faille de sécurité comme ça, celle de Log4j, faut être un petit peu hacker entre guillemets selon la complexité. Il faut déjà savoir que ça existe, être capable de se connecter, etc. Par contre, il y a une faille de sécurité qui est très simple à utiliser. C'est si vous mettez un token, par exemple votre token d'authentification à AWS, à Azure ou à Google dans votre code. Et ça arrive partout. Ça, c'est très simple à utiliser. C'est moi, je regarde votre code, je prends la clé, je l'utilise. Après, il y a une partie administration qui va être de faire en sorte que cette clé, entre guillemets, a un minimum de droits. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre un outil et essayer de trouver un outil qui va vous chercher les tokens d'authentification, donc les secrets dans votre code, vous alerter, voire vous protéger, empêcher de pousser un secret dans le code. Je vais poster ce lien sur la page. Il y a quelques années, quand vous surfiez un petit peu sur le web, on disait GitHub n'est pas sécurisé. Il y a des gens qui disaient GitHub n'est pas sécurisé. Parce que ça nous permet de nous connecter à n'importe quel cloud. Non, GitHub était sécurisé, mais par contre, il y avait des développeurs qui mettaient des clés, et il y a des gens qui ont écrit des robots pour parser tous les repos publics, récupérer des clés, les exploiter. Donc, ce n'est pas lié au fait que GitHub ou les autres solutions de source control soient sécurisées ou pas, c'est juste qu'il y a un développeur qui, par erreur, la plupart du temps, va stocker une clé. Ce qui se passe déjà, est-ce que vous avez testé dernièrement, essayé, par erreur ou pas, de poster un token d'authentification sur github.com en public? Faites-le. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et vous mettez la carte bancaire du compte commun sur le compte AWS. En fait, vous risquez rien. Parce que ce qui va se passer, c'est que github.com, sur les repos open source, va scanner le commit, retrouver la chaîne de caractères. Si on reconnaît la chaîne caractères comme c'est une clé d'authentification à Azure ou à AWS, un message est envoyé au provider et ce provider va désactiver la clé. Donc en fait, ce qui risque de se passer si vous faites ça, c'est que votre cloud ne va plus marcher. En tout cas, les API qui consomment votre clé ne vont plus marcher. Mais au moins, vous êtes sécure. Dans les repositories privés, ou selon l'outil que vous allez avoir, on peut avoir des approches différentes qui vont être sur un repo d'entreprise privée ou selon les outils que vous avez utilisés pour faire ça. On ne va pas directement invalider la clé. Parce que justement, il y a ce risque de dire on va désactiver la production. Sur un repo public, on est obligé. Parce que sur un repo public, si on ne le fait pas, il va être en moins de 20 minutes, c'est exploité. Donc, quand vous travaillez avec votre code et que vous mettez un secret, il faut pouvoir le scanner. Et après, la seule solution, il n'y a qu'une seule solution pour fixer un problème de token dans du code, dans Git, c'est vous remplacez la clé, vous faites un revoke. Ça ne sert strictement à rien d'aller bidouiller l'history Git. Pour une raison toute simple, c'est que Git, c'est un système distribué. Donc, si quelqu'un a fait un clone, comment vous savez que ce clone n'est pas quelque part ailleurs? D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les forks de vos projets ou les clones de vos projets, etc., il y a des robots, notamment en Chine, qui s'amusent à forker plein de repos. Et justement, en fait, il les fork, après il les réutilise, il garde le code pour voir ce qu'il y a dedans. Au lieu d'analyser la version d'origine, ils en font une copie. Donc, un outil de scan de secret, c'est automatique par défaut sur les projets open source, parce qu'en fait, on veut protéger les projets open source.
être capable d'analyser, de configurer, et surtout, rappelez-vous, quand on a une clé qui a été compromise, on l'annule. Il faut effectivement, et après, il va avoir une approche qui est importante, c'est former le développeur. On a tous fait cette erreur, souvent ça arrive par commit, où certaines personnes ne vont pas nécessairement penser que c'est un gros problème. On a tous été débutants, on a tous fait ce genre de choses. Donc, il faut simplement dire, n'utilise pas de clé directement, prends un Vault, utilise, si c'est dans la CI, mets des secrets dans ta plateforme d'intégration continue pour cacher le secret. Sur la partie GitHub, pour une dernière fois, sur la partie privée, on fait ce qu'on appelle un push protection, c'est-à-dire que si le secret est reconnu lorsque vous essayez de faire un push, ça va être refusé. C'est une des options possibles. Ça, ce n'est pas disponible en public aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui. À ma connaissance, ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça fait partie de la roadmap. Ouais. L'IAC, c'est aussi du code, finalement. Donc l'IAC, l'infrastructure as code. Donc moi, je vais donner des exemples que de Terraform parce que c'est le seul que je connais. Donc c'est plus simple comme ça. Et donc sur Terraform, donc c'est un fichier de description de ce qu'on veut mettre dans l'infrastructure. Donc on va décider, je veux une machine virtuelle de telle taille qui s'appelle comme ça, qui est dans telle région d'AWS ou d'Azure, etc. Et je veux ouvrir tel port et tel protocole, etc., etc. Donc on configure toutes ces choses-là dans un fichier, on utilise Terraform et il va créer tout seul, ça évite de faire du ClickOps, faire un clic-clic dans la console AWS. Et il peut y avoir des failles de sécurité dans ce code finalement, puisque là par exemple on a utilisé un outil qui s'appelle TFSec, donc il va analyser le code Terraform et il va se rendre compte direct qu'on a le port 80 ouvert, et que voir le port 80 ouvert, ça ne sert à rien, puisque tout doit être maintenant sur le 443 en HTTPS, mais ça aurait pu être un port 22 ouvert, et ça on ne doit pas l'avoir non plus. Donc TFSec, il analyse le fichier TF que vous avez créé, et Terraform, en fait, il y a dans son mode de fonctionnement, il a ce qu'on appelle un plan, c'est-à-dire que vous essayez d'appliquer votre fichier Terraform, il va comparer avec ce qui existe vraiment sur votre infra et il va vous dire ce qu'il va créer, ce qu'il va modifier et ce qu'il va supprimer. Et il y a certains outils d'analyse de code IAC qui vont regarder ce plan. Et c'est intéressant d'avoir les deux. Au moment où on écrit, surtout, d'avoir des outils d'analyse de votre Terraform et dans l'intégration de continu, d'avoir le plan, l'analyse du plan. Et donc, on va passer aux démonstrations. Je vais vous faire une démonstration des différents outils qu'on a mis en avant là. Et si vous ne faites pas aujourd'hui d'infrastructure as code, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devriez vous concentrer. Donc, ça pour éviter justement d'avoir des surprises lorsque quelque chose change, puisque tout sera représenté sous forme de code. Donc là, je vais me connecter à GitHub. Et je vais d'abord aller vous montrer quelque chose, c'est que GitHub est utilisé pour protéger les projets open source. C'est-à-dire que quand vous utilisez un projet et que vous faites un repository public, vous pouvez utiliser les outils d'analyse de code, les dépendances, et les secrets sont automatiquement faits. Là, par exemple, j'ai pris Redis, et Redis utilise un outil de scan et l'a intégré à la CI. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer à la CI? Ça veut dire que lorsque vous allez avoir quelqu'un qui fait une pull request, automatiquement, ça va tourner. Et donc, on va remonter l'information au développeur. Et là, quand je remonte l'information au développeur dans ma pull request ici, donc je vois ma pull request et vous voyez ici, j'ai une alerte autour de la sécurité. Cette alerte autour de la sécurité me dit j'ai un risque d'injection SQL, en tout cas je ne le vois pas ici, mais si je vais sur détail, donc moi en tant que développeur j'ai été alerté, ça veut dire que je ne peux pas rater cette erreur. C'est comme le test, je ne peux pas dire je ne l'ai pas vu, parce que c'est présent à ce niveau-là, c'est présent au niveau des checks de l'intégration continue, et c'est présent au niveau du code review. Donc si je vais dans le détail, selon les outils que vous utilisez, donc là moi j'utilise l'outil CodeQL qui est l'outil d'analyse de code de GitHub, mais si vous utilisez un outil OWASP ou ShiftLeft, les outils open source, vous allez avoir un rapport qui peut être différent, mais l'idée est toujours la même de lever à quel endroit est la vulnérabilité, donner des informations pour expliquer quel est le problème. Donc là,
C'est un risque, le classique. C'est l'exemple qu'on donne tout le temps parce qu'on peut tous le comprendre. Si on prenait des exploitations de mémoire, etc., ça serait un peu plus compliqué à expliquer. Tandis que là, j'ai une concaténation de chaînes sur du SQL, l'explication du risque, le code qu'on a écrit qui est plutôt mauvais, comment le fixer, et d'autres exemples. Et souvent, vous allez avoir en bas la liste des références sur quel type de vulnérabilité, de la documentation autour de WASP, etc. Et donc ça, en fait, c'est exécuté par un workflow, comme je vous l'ai montré, donc par le pipeline d'intégration continue. Ça donne des informations sur les commits et la criticité. Et ce que je vous disais sur la partie intégration et code revue, donc on le voit ici. On le voit au niveau de donc ça, c'est tout ce qui est couverture de test. On le voit au niveau de la CI qui ne passe pas. C'est bloqué, le code scanning. Et moi, j'aime bien montrer cette partie-là qui est aussi, quand on va faire la code revue, quand on va bosser en collaboration avec d'autres développeurs, ben, je vais avoir ma code revue avec tout le code que j'ai changé, rajouté, etc. Et à un moment donné, là, je descends vite fait, vous voyez ici, j'ai la même erreur. Donc le développeur l'a nécessairement vu. Et donc, plusieurs façons de fixer le problème. C'est si je suis capable, en tant que développeur, je suis dans ma pull request, donc je suis en cours de développement, c'est du code qui ne sera pas déployé en production pour l'instant. Par contre, j'ai choisi sur cette CI de déployer dans l'environnement de développement, juste pour pouvoir tester fonctionnellement. Si je n'ai pas les compétences pour travailler, ben, je vais appeler l'équipe de sécurité. C'est-à-dire que là, je suis complètement autonome en tant que développeur sur la sécu, de la même façon que si mon test unitaire avait échoué. Si je ne sais pas comment le fixer, j'ai créé au sein de mon organisation dans GitHub, mais si vous utilisez d'autres outils, vous prenez la même approche. L'équipe sécurité a été définie au sein de mon projet, et là, je vais dire, j'ai besoin d'aide. Et dans ce cas-là, ça va envoyer une notification, et juste à ce moment-là, l'équipe de sécu peut regarder cette erreur et à la rigueur venir m'aider. Et si j'ai fixé tout seul dans mon coin comme un grand, ben, elle n'aura pas été dérangée. Sachant que toutes ces alertes peuvent être poussées automatiquement vers les outils de monitoring et de dashboarding des équipes de sécu. Une équipe de sécu ne va pas passer son temps dans GitHub. Elle a d'autres outils pour monitorer. Ça peut être des choses comme Datadog, Elastic, Elk, Sentinel, Sumo Logic, etc. L'idée étant de pousser des informations à cet endroit-là, y compris ça, parce que ce sont des alertes de la sécu, mais aussi voir qu'automatiquement, tel développeur ou telle équipe a fixé le problème. Donc là, j'ai utilisé un workflow dans mon intégration continue, qui est un outil GitHub. Donc je vais vous montrer le workflow. En fait, hop, je me suis trompé, je référence un autre. Une seconde. En fait, j'ai fait un workflow réutilisable. Donc, j'ai fait un modèle qui va être utilisé sur tous mes projets. Comme ça, tous les projets vont être scannés de la même façon. Donc, la façon dont ça fonctionne, ben, j'ai configuré l'outil qui est dans ce cas la CodeQL, et je vous montrerai avec un autre outil quelle version de Java j'utilise, faire la compilation et pousser le reporting. Le reporting, selon les outils que vous allez utiliser, sur GitHub, ça va être exposé comme ça. Si vous utilisez un autre outil pour la gestion de projet, gestion de source, vous allez avoir d'autres outils, d'autres dashboards, mais l'idée est de vous donner une visibilité sur tous vos projets et les possibles failles de sécurité autour des dépendances, autour des scans de code, etc. Quand on utilise un autre... Oui, s'il détecte un faux positif, tu vas aller sur, en fonction des permissions que tu as, je vais aller ici, code scanning. Si tu prends ça, tu vas pouvoir, en fonction des droits que tu as, tu vas pouvoir dire c'est un faux positif et rajouter un commentaire. Justement, et tout ce qui arrive ici, même s'il est marqué comme faux positif ou que tu l'as bypassé, c'est logué et l'équipe sécu est notifiée. Pour justement éviter les problèmes dans certains cas que tu vas vouloir bypasser tout ça. Sachant que selon la technologie d'utilise, tu vas avoir un ratio de faux positifs qui est plus ou moins important. Je vais prendre un autre outil où j'utilise, là c'est un projet avec du Terraform, c'est-à-dire que j'ai un projet quelque part où j'ai de l'infrastructure as code pour déployer des nouvelles ressources, un cluster Kubernetes, des nouvelles VM, etc. sur un cloud provider, dans ce cas-là c'est Azure. Et j'utilise l'outil CFSec
qu'Adrien a mis en avant. C'est-à-dire, au lieu de l'utiliser sur mon poste de travail, quand je suis en train de le créer, à chaque pull request, je vais aussi lancer le test. Ce qui permet, en fait, vous voyez, de la même façon, là, j'expose le fait que l'AVM, le security group que je suis en train de créer sur mon cloud provider est trop ouvert, il y a trop de ports ouverts, il y a trop de permissions. Donc, automatiquement, on va alerter. Et c'est pour ça que je parlais, c'est très important, en tout cas, c'est très intéressant de s'intéresser à l'infrastructure as code aujourd'hui, parce que ça, vous n'allez pas le mettre en prod, ça ne sera pas déployé. Vous êtes en train de faire de la pull request, quelqu'un va voir ça, va fixer le problème avant que ça soit poussé. Donc plutôt, toujours pareil, c'est ce qu'on appelle le shift left, vous avez probablement entendu, en considérant que la gauche c'est le développement, la droite c'est la prod, plus on va pousser les choses vers la gauche et faire des tests et capturer les problèmes de sécurité tôt, mieux ça sera et moins cher ça sera. Il faut vraiment comparer la sécu à vos problématiques de tests unitaires, de tests. C'est la même chose pour moi, c'est exactement la même chose. Les outils sont un petit peu différents. Dernier point, quand on intègre de la sécurité, selon les outils que vous allez utiliser, selon l'outillage, l'outil, est-ce que c'est GitHub, est-ce que c'est un autre outil que vous allez utiliser pour faire vos pull requests et l'intégration continue, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir rajouter des outils. Là, on a vu CodeQL de GitHub, on a vu Terraform qui est un projet open source. Vous voulez intégrer Sonar, vous intégrez Sonar. Vous voulez intégrer TFSec, c'est ce qu'on a vu. Faire du sneak sur du EAC ou faire du Docker pour scanner vos images, vous allez pouvoir le faire. L'idée, c'est de prendre une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir intégrer d'autres outils parce qu'un seul outil ne couvrira pas tout. Vous avez besoin d'intégrer avec de l'existant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Non. Alors, ce que je vous ai montré, évidemment, avec les t-shirts GitHub, on vous montre ça dans GitHub. Alors, évidemment, GitHub est le meilleur outil, ça c'est non discutable, d'accord? Mais plus sérieusement, si vous avez d'autres outils, vous utilisez un autre outil de source control, un autre outil pour gérer vos pull requests, vous utilisez autre chose que GitHub Actions, regardez les différents outils qu'on a mis en place, regardez comment vous pouvez les intégrer. Mettez ça dans votre intégration continue, proche du développeur. Et donc, rapidement, je vais vous montrer juste des outils qui vont encore un petit peu après, qui sont moins du code, mais plus que vous avez déployé, mais qui s'intègrent plutôt bien dans l'intégration continue, ou pas d'ailleurs. Là, la partie que je trouve la plus intéressante, là, on peut générer des rapports, donc ça peut être intéressant quand même. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est donc dans Cloud Mapper. Cloud Mapper, c'est un outil qui va analyser tout ce que vous avez comme objet sur votre cloud, sur AWS. Ça fonctionne qu'avec AWS, je crois, mais il existe le même fonctionnement pour les autres. Et c'est intéressant d'avoir ce genre d'informations, pas parce que c'est un joli graphique, parce que le graphique, finalement, il n'est pas très joli. Il y a des flèches dans tous les sens. Mais de se pencher un peu dessus et de regarder quels sont les objets pour pas avoir des objets qu'on a oubliés. Puisque finalement, du coup, dans cette chose-là, on va se focaliser sur la surface d'attaque. Et dans la surface d'attaque, on va faire très attention à notre produit principal, à ce qu'on utilise le point d'entrée des utilisateurs, etc. Mais là, l'idée, c'est de ne pas oublier les petites choses qu'on a oublié d'éteindre, la vieille feature qui est plus maintenue, mais qu'on a laissée là, qui est plus accessible par l'utilisateur, mais qui est toujours accessible par un hacker finalement. Et donc ça, c'est un petit outil intéressant. L'autre, c'est Cloud Tracker. C'est pour traquer les permissions des utilisateurs. Et il me semble que ça marche aussi que sur AWS, celui-là aussi. Et donc, il va dire, sur cet utilisateur-là, a de nouvelles permissions. Il a ces permissions-là. Ces permissions-là, elles sont issues de tel rôle, groupe, etc. Par exemple, si on a un utilisateur qui n'a pas de permission particulière, mais qui a la permission assume rôle, ça veut dire qu'on lui donne la permission de se donner des permissions. Et ça, c'est hyper dangereux. Et donc, cet outil-là va aussi nous permettre de détecter ça. Donc, on sait, comme on l'a dit, on s'est concentré vraiment sur cette partie-là aujourd'hui.
Ce qui va être important, et on s'est concentré sur des outils relativement simples. Moi, ce que je vous invite à faire, pour ceux qui n'ont pas encore mis en place de la sécurité sur les projets, vous prenez vos projets perso sur GitHub, en public, et vous activez des PandaBot. Vous activez le code scanning. Vous faites un test avec un secret. Et vous voyez comment ça fonctionne. Et après, vous essayez de voir comment je vais pouvoir intégrer ce même genre d'outillage dans mon projet, dans mon entreprise. Et comme le disait Adrien au tout début, c'est comme un jardin. C'est-à-dire qu'on va commencer petit. On va commencer, par exemple, uniquement par mettre en place des PandaBot. On voit comment ça se passe, on voit comment fixer, on commence à prendre l'habitude d'être alerté, remédier au problème, qui va souvent être dans des PandaBot. En plus, ça va souvent être automatique, puisque des PandaBot va vous créer une pull request pour mettre à jour la version de votre librairie automatiquement. Vous testez quelques outils de code scanning, soit dans votre IDE, soit dans l'intégration continue. Vous voyez comment ça marche. Et vous faites ça étape par étape. Et si votre entreprise utilise déjà des outils qui ne sont pas intégrés à la CI, et que pour vous, c'est un cauchemar en tant que développeur, essayez d'aller voir l'équipe Sécu et de dire on veut simplifier. Ce qu'on veut, nous, c'est essayer de pouvoir fixer le plus de problèmes lorsqu'on est sur la pull request, lorsqu'on est en train de développer la fonctionnalité. Les outils existent. Ils ne sont pas nécessairement compliqués. Il y en a plein qui sont disponibles gratuitement en open source. Donc, il faut en profiter. Et on va éduquer le développeur et on va progresser tous ensemble autour de ça. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir plus sur les choses dont on n'a pas encore parlé, vous pouvez venir nous voir juste après. Et merci de votre attention. On a le temps pour quelques questions ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Celui qui pose une question, il a le droit à un t-shirt. Ah voilà. Ah. J'espère juste que j'ai ta taille. J'en ai que 2. Alors la question, c'est tout ce qu'on a montré, c'est super, ça a l'air de bien marcher sur le cloud. Quand on écrit sur le cloud, on déploie sur le cloud. Est-ce que quand on travaille on-premise, ça marche? Il y a les mêmes outils. C'est-à-dire que déjà, là, je vais parler de ma chapelle et c'est uniquement, ce que je vais dire, c'est uniquement pour les clients enterprise de GitHub. Il est possible d'installer GitHub on-prem. Vous avez une version on-prem. Et tout ce qu'on a montré là existe on-prem. Dans toutes les plateformes de CI, vous avez la gestion des secrets avec un vault. Ce n'est pas un vrai vault, mais les secrets sont cryptés. Vous ne devez jamais avoir, que ce soit Jenkins, que ce soit GitHub Actions, GitLab CI, Circle CI, même on-prem, vous allez pouvoir avoir des secrets. Et vous pouvez utiliser HashiCorp Vault, par exemple, en open source, comme un Vault en interne, si vous voulez vraiment partir autour de stocker tout ce qui est secret chez vous de façon... c'est une des premières étapes, d'ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est que vous avez probablement dans vos projets partout, sans parler de tokens d'API cloud, vous avez probablement dans vos fichiers de config des connexions à des bases de données, des passwords, des usernames. Alors, il y a des outils avec le secret scanning de GitHub, il est possible de faire du custom pattern pour les rechercher. La première chose à faire, c'est de savoir que vous les avez et commencer doucement à sortir ces trucs-là et les mettre dans un vault. Il y a des vaults on-prem. Je dirais qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas lequel prendre, alors je ne vais pas parler pour la paroisse GitHub parce que c'est dans la CI uniquement, utilisez Vault de HashiCorp. C'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui et qui est très facile à intégrer et avec vos applications et avec les plateformes d'intégration continue. Et en plus, ils utilisent CodeQL pour sécuriser HashiCorp Vault. Quelle taille tu fais? Tu fais partie de la même équipe des t-shirts noirs. J'en ai un deuxième pour une deuxième question. Normalement, j'en ai un deuxième. Est-ce que j'ai menti? Merde.
Donc la question, c'est est-ce qu'il est possible de tester avant de pusher? Finalement, c'est ça. Eh ben, on peut tester, on peut avoir CodeQL sur son poste et tester, analyser son code. Et on a la possibilité d'avoir secret scanning également. Alors, je crois que c'est en cours de déploiement pour les publics, mais c'est pas encore fait. En tout cas, c'est en cours. Et après, pour l'analyse des dépendances, bah, il y a des outils qui existent. L'outil de l'OWASP, il fonctionne sur ton poste, donc tu peux le lancer en pré-hook sans problème. Donc normalement, tu pourrais tout faire, tout analyser avant d'envoyer sur Git. Sur les repositories publics. CodeQL, oui, c'est gratuit. Oui, Tu peux utiliser CodeQL gratuitement si tu as un repo public. Ouais. Tu peux l'utiliser sur GitHub, mais après, tu peux l'utiliser. Je crois que tu as une permission sur l'utiliser pour personnellement pour toi, mais pas pour une utilisation professionnelle. Voilà, après, tu t'arranges avec le légal chez toi. Ce qui est vraiment important dans ce qu'on a dit, hein, c'est de voir la catégorie d'outils, trouver celui qui vous va bien, être certain. Le plus important par rapport à ta question, c'est de bien mettre ça dans la CI, que ça ait lieu tout le temps. Parce qu'un jour, tu vas oublier de le tester et ça va partir. Donc après, c'est une précaution à faire sur le poste de développement. Et selon l'outil, ça peut être plus ou moins long parce qu'en fait, les outils d'analyse de code, souvent, ils doivent compiler, parser, créer une base de données. Donc moi qui ne suis pas très patient, je pousse, je laisse tourner derrière. Et si je fixe après, plutôt que de le faire tourner sur mon poste en local. Par contre, c'est un small. Je croyais avoir pris XL et... On n'a plus de t-shirt, mais si vous avez des questions... En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions pendant le déjeuner, hein, on est là. Et après, toi, tu as d'autres présentations, je crois, autour de la sécu. Cet après-midi, Adrien, d'autres sujets. Dans l'autre salle, il me semble. Une autre salle. Voilà, merci beaucoup. Merci. Très bien.